Bonsoir. Jan Raas, il est avec le Belge Roger de Vlaminck, le conquérant forcené des classiques du cyclisme depuis que Merckx a pris sa retraite. Et sa victoire aujourd'hui sur les chemins pavés des Flandres en annonce d'autres, nombreuses, qui s'étonneraient de le retrouver encore vainqueur dimanche à Roubaix. C'est fini, on ne jouera plus avec un ballon ovale ou un autre dans le vieux temple des Ponts Jumeaux. Place à la civilisation, le stade sera transpercé par une autoroute. Les joueurs toulousains lui ont rendu un dernier hommage sous un ciel triste et froid, en battant Nice pour le compte du championnat de France. Finaliste de la Coupe du Monde en 1964, actuelle championne d'Europe, l'équipe de la Tchécoslovaquie se dresse en obstacle difficile à franchir pour l'équipe de France qui se doit d'assurer pourtant sa qualification pour la phase finale du championnat d'Europe mercredi à Bratislava. À ne pas manquer donc en direct sur Antenne 2, mercredi à 16h55. Pour nous parler d'ailleurs de cette rencontre, dans quelques instants, nous attendons l'arrivée de Michel Hidalgo, que Bernard Père est allé chercher lors du stage de Saint-Germain, mais les routes sont difficiles, de Saint-Germain à Paris, en particulier la circulation, vous le savez. Michel Hidalgo sera donc l'un des deux invités de Stade 2 en compagnie de François Geoffrey, dont nous saluons l'entrée parmi nous dans l'équipe des sports d'Antenne 2, puisque François sera aux côtés de Hervé Dutu, désormais le commentateur, le conseiller technique, plus exactement du tennis. François, il vous arrive pourtant un petit malheur déjà au moment de débuter non pas dans un autre métier mais de vous engager dans une autre voie. Le médecin vient de vous déclarer indisponible pour le tournoi de Nice et de Monte-Carlo. Bien de Nice non, puisque j'ai déjà participé d'une certaine façon puisque j'ai perdu hier, mais pour Monte-Carlo effectivement je suis incertain dans la mesure où une élongation de la semaine dernière risque de contrarier ma participation à ce tournoi. Alors Hervé Dutu s'en félicite en quelque sorte parce qu'il part d'un point de vue égoïste. Si vous n'êtes pas sur le court, vous serez près de lui au micro, vous ne pouvez pas voir les deux à la fois. On n'a encore pas vu ça, un tennisman qui avait le micro à la main. C'est assez difficile. Bien, ce tournoi de Nice que nous allons présenter samedi en direct dans les Jeux du Stade se présente comme le premier grand tournoi sur terre battue de plein air. Absolument, le grand premier tournoi sur terre battue de plein air avec une participation étrangère assez relevée puisque nous y trouvons le Hongrois Taroxi, Alexander, récent vainqueur de Björn Borg à Milan. Nous y trouvons également les Tchèques, probablement nos futurs adversaires en Coupe Davis, Smith et Lendl. Et nous trouvons également les Italiens avec à leur tête Barazzuti et Bertolucci. Je crois que ce sera un excellent tournoi et probablement un très bon test pour les jeunes Français dans ce début de printemps. Alors Hervé vous a réservé une petite surprise, vous allez vous revoir en action dans quelques minutes. Ce sera l'occasion à nouveau de revenir donc sur le tennis et de parler de Borg plus particulièrement. Hervé, vous avez pris la place de Roger Coudert. Dès qu'un ancien s'en va aussitôt, son fauteuil est occupé. Non, je tiens, oui, ça le dit que ça va. Je tiens à dire que Roger m'a demandé, il est parti se reposer quelque chose sur la Côte d'Azur, et il m'a demandé de bien vouloir commenter, enfin du moins faire le résumé filmé de la rencontre qu'il a brillamment commentée hier après-midi en compagnie de Pierre Albaladé. Oui, que charge. Alors Stade Toulousain-Nice par Hervé Dutu. Voilà. Voilà, alors normalement vous auriez dû faire comme Roger a pris l'habitude de ne pas le faire, c'est-à-dire appuyer sur la pédale pour lancer les C'était un match a priori très équilibré puisqu'il opposait le premier de la poule, c'est le Stade Toulousain, donc à son second, Nice. Et dès la 9e minute, le Stade Toulousain prend l'avantage par Martinez qui réussit une pénalité. Stade Toulousain 3, Nice 0. 4 minutes plus tard, sur un renvoi aux 22 mètres, les avants toulousains créent un maul avec Jean-Pierre Rives notamment. Martinez ouvre pour Rancoul, attaque classique, mais la passe de Merlos, le numéro 13 que vous voyez ici en action, est interceptée par le 3 carrel niçois Dutil. Dutil qui au terme d'une course de 60 mètres marque l'essai niçois. Au ralenti à nouveau cette interception, vous avez vu Merlos, la passe de interceptée par Dutil, et malgré le retour de Rancoul et de Martinez, eh bien Dutil va marquer un essai. La transformation, dans quelques instants, sera réussie par Covy, qui joue 3/4 centre dans cette équipe de Nice. Du vent hier sur ce stade des Ponts Jumeaux. Covy transforme donc. Nice mène 6-3. 25e minute, à la suite de cette touche, les avants niçois s'emparent du ballon et lancent leur 3/4. C'est Trautmann qui lance une nouvelle fois Dutil intercalé. Cette fois-ci, coup de pied à suivre, mais Dutil échouera de peu en fin du jeu très ouvert, du rugby tel que l'aime Roger Coudert. Nice accentue sa pression, 36e minute. À la suite de cette mêlée, c'est Trautmann qui revient à l'intérieur, un nouveau maul. Les avants niçois vont attaquer de nouveau petit côté. Ici, c'est Bertin
qui se fait prendre. Pierre ouvre et Piquemal tente un drop qui le manquera de très peu. 6-3, c'est le score à la mi-temps, donc pour Nice. Nous sommes maintenant en seconde période et à la suite de ce ballon pris en touche, les Niçois attaquent jusqu'à leur ailier Mouzin. Mouzin qui a la balle, qui donne à suivre pour lui-même, et c'est Jean-Pierre Rives qui sauve de justesse en aplatissant le premier. 52e minute, enfin le Stade Toulousain prend le match en main. Mêlée, introduction, donc Stade Toulousain, Martinez. Rancoul a le ballon, coup de pied à suivre, il récupère lui-même, bien soutenu par ses avants. Un regroupement des avants toulousains. Jean-Claude Scrella, qui jouait hier, troisième ligne centre, passe à Martinez. Rancoul a fait mine de prendre le côté fermé, mais ouvre à l'intérieur. Et voici l'essai toulousain. C'est Merlos qui rit de ce ballon et qui passe sous les bras des défenseurs niçois. Donc, et qui marque l'essai qui permet au Stade Toulousain de mener 7-6. Avantage de courte durée, puisque sur une pénalité, Nice reprend l'avantage. Enfin, une autre pénalité, mais cette fois-ci pour le Stade Toulousain, permet à Nice de l'emporter 10-9. Un avantage qui aurait pu être plus conséquent. Sur ce coup de pied à suivre de Martinez, vous voyez Giuliano et Neves à la lutte. L'arbitre, M. Saint-Guilhem, refusera, et pourtant là, on aperçoit le bras gauche de Neves. Mais enfin, personne n'en voudra à M. Saint-Guilhem de ne pas avoir accordé cet essai au Stade Toulousain. 10-9 donc pour le Stade Toulousain. J'ai terminé. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour le tennis, mais Gilles Cauzanet, parlons des sports de glace. À ma connaissance, il y avait un anneau de vitesse en France, le seul d'ailleurs, un anneau olympique à Grenoble. Et pourtant, on a fait disputer les championnats de France de patinage de vitesse à Meudon. Pourquoi? Alors Robert, d'abord, c'est pas les championnats de France de patinage de vitesse tout court, c'est les championnats de France de patinage de vitesse sur courte piste. Et alors pourquoi sur courte piste? Bien parce qu'un anneau de vitesse, ça coûte très cher. Il n'y en a qu'un en France, à Grenoble, vous l'avez dit, et il ne fonctionne 3 mois par an. Alors tous les ans, on organise des championnats de France de vitesse à Grenoble. Et puis pour occuper les patineurs un peu plus, on organise aussi du patinage de vitesse sur courte piste. Alors ils avaient lieu donc ce week-end à Meudon. Alors je vous donne le résultat, c'est le Français Chavrerie, enfin il y avait des Français de toute façon, c'est Chavrerie qui l'a emporté. C'est une victoire qui n'échappe jamais à la France, le championnat de France. C'est le meilleur Français, c'est un des meilleurs spécialistes français de la spécialité. Et au classement collectif, au classement, oui c'est ça, par équipe, c'est Meudon qui recevait, donc qui l'a emporté. Alors je vous propose de Meudon, voir... championnat de France de vitesse sous l'œil de Michel Hidalgo qui vient d'arriver parmi nous et qui est impatient de suivre ces patineurs de vitesse dont il envie la dextérité et la grâce. Vous êtes aujourd'hui sur une patinoire où se déroulent les championnats de France que l'on dit départ en masse, contrairement aux championnats de France habituels que l'on connaît sur l'anneau de vitesse de Grenoble, où là les concurrents se battent uniquement contre le chronomètre. Là nous avons le système d'éliminatoire, de quart de finale, de série, et le premier arrivé, les deux premiers arrivés gagnent. C'est le patinage de vitesse tel qu'on ne le connaissait pas. Sur une patinoire traditionnelle, on délimite une piste d'un déroulement de 120 mètres environ. 4 patineurs au maximum participent en même temps à des courses dont la distance varie de 500 à 1500 mètres. C'est peut-être là l'avenir du patinage de vitesse français qui ne compte que 400 licenciés. Un parent pauvre qui a ses inconditionnels, sans doute parce que c'est un sport très exigeant. Le patinage de vitesse est un sport très dur. Les enfants, les patineurs qui le pratiquent ont énormément de volonté. Et par là même, ça vaut la peine de se battre pour eux, pour qu'ils puissent continuer à en faire et, si possible, augmenter le matériel. Se battre, mais dans quelles conditions? Le patinage de vitesse français souffre de la prééminence de l'artistique. Même les dirigeants fédéraux ne semblent lui accorder qu'une importance secondaire. Bien sûr, il n'y a que 400 licenciés. Mais le spectacle offert ce week-end à la patinoire de Meudon était d'excellente qualité. À Reims, par exemple, le short track compte plus de 60 licenciés, ce qui est assez exceptionnel et peut laisser entrevoir des lendemains qui chantent, à condition bien sûr qu'on donne à la vitesse les moyens qu'elle réclame justement. Nous n'avons pas, comme dans le patinage artistique, d'école de glace, mais à cause justement du manque de matériel. S'il y avait plusieurs anneaux de vitesse, les patineurs pourraient, dans leur lycée respectif, poursuivre leurs études tout en patinant normalement. Les moyens, voilà le grand problème. Un anneau de vitesse coûte 10 millions de francs, sans compter d'énormes frais quotidiens de fonctionnement. Quelle municipalité accepterait d'investir une telle somme, rentabilisée seulement 3 mois par an? Restent les patinoires, champ clos où s'expriment déjà le hockey et l'artistique. Le spectacle assuré par le short track n'a rien à leur envier. Alors pourquoi ne pas utiliser les nombreuses patinoires françaises et faire du short track une épreuve attractive et populaire?
Quel tablé maintenant avec nous, donc Michel Hidalgo et Christian Lopez. Merci d'être là. Je crois que vous avez dû faire vite pour traverser Paris avec Bernard Père. Bien, tout de suite une question avant même que nous en arrivions au football. Est-ce que la présence de Christian Lopez signifie qu'il sera le capitaine de l'équipe de France contre la Tchécoslovaquie mercredi? Pour ça, il faut toujours attendre la composition de l'équipe et c'est un capitaine possible. Avec qui? Quel autre? Et Henri Michel. Bon, donc ce sera l'un des deux, c'est sûr. Bien, Michel, c'était plein de questions à vous poser tout de suite. Vous savez qu'entre nous, on se gêne pas. Oui. En tout cas, merci d'être avec nous. Et vous allez suivre un autre sport que vous appréciez particulièrement. Je pense aussi, vous, Christian, François, le curling. Sous l'égide de celui qui est de très loin le meilleur curlingman d'entre nous tous dans l'équipe d'Antenne 2, Louis Doucet. Ces championnats du monde de curling vous ont inspiré. Pourtant, qui pratique le curling? Écoutez, à part vous. par moi, problème de glisse. Non, dites-vous qu'en France, il y a à peu près 500 licenciés. Ça vous donne tout de suite une idée de la masse de joueurs qui pratiquent ce sport. Ça tient à deux choses en vérité. D'abord, ça n'est pas un pays septentrional, la France. D'autre part, il n'y a pas assez de patinoires. Et que vous allez parler de patinoire tout à l'heure. Il faut que les gens se déplacent pour aller d'une patinoire à une autre. C'est donc un sport qui coûte assez cher. Petit détail aussi, vous savez ces pierres qui ressemblent à des fromages de Hollande, qui sont des pierres de grès poli, ça pèse 20 kilos et ça coûte 1200 francs, nouveau bien sûr, la paire se porte spécialement bon marché. C'est plus cher que le fromage quand même. Oui, cela dit, c'est plus difficile à tailler. Oui.